différents participants qui sont en train de rentrer, mais quand même avec quelques informations techniques. Je ne vais pas présenter le projet Ville Éponge lui-même aujourd'hui pour pas utiliser trop de temps de ce webinaire. Il a déjà été présenté dans le cadre du premier webinaire du réseau Ville Éponge qui a eu lieu le mois de janvier sur l'aménagement du territoire. Vous trouvez ici le lien. Qui est intéressé peut aller revoir la petite présentation du projet que j'ai fait dans ce webinaire en janvier. Voici le lien aussi pour le site principal. Donc aujourd'hui, nous allons nous occuper surtout de la question des moustiques. C'est, je dirais, une des deux questions principales qui me sont posées très régulièrement dans le cadre de présentations, de workshops et d'autres qu'on offre avec notre réseau Ville Éponge. La question, est-ce que si on apporte plus d'eau dans nos milieux urbains, est-ce qu'on risque pas de créer un nid à moustiques? C'est une question qu'on s'est posée et à laquelle on a essayé de répondre ensemble avec des experts qui sont ici aujourd'hui. Et nous avons publié la semaine passée un nouvel aide-mémoire du VSA sur cette question des moustiques et des eaux qui vous donne aussi quelques indications et que nous allons présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Nous allons avoir d'abord Eleonora Flaccio, qui est une experte des moustiques, notamment des moustiques invasifs en Suisse. Elle s'occupe aussi du réseau moustique suisse. Elle va nous donner quelques informations sur quelles sont les espèces de moustiques qu'on retrouve en Suisse, donc pas seulement les espèces invasives, mais aussi celles, je dirais, indigènes, et quel type de maladies ces moustiques peuvent transmettre. Elle va nous apporter des connaissances sur la biologie des moustiques et leurs habitats. Et par la suite, Alberto Conelli va reprendre pour nous présenter, par contre, plutôt les principes de prévention pour éviter la prolifération de moustiques dans le cadre de la mise en œuvre d'éléments ville-éponge. Et il va nous présenter quelques exemples concrets du sud de la Suisse, du Tessin, qui est, je dirais, pour l'instant, le canton le plus touché par les moustiques non indigènes et invasifs. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous prie de poser vos questions à fur et à mesure dans la foire aux questions. Et puis, je demande à Eleonora de partager son écran. Peut-être encore Bonjour. une petite information. Dans la chat, j'ai mis les liens vers notre site où vous pouvez aussi télécharger les présentations dans l'autre langue. Donc, Eleonora et Alberto, ils vont partager leurs présentations en français. Si vous voulez les télécharger en allemand, vous pouvez aller sur le site. Je vais remettre le lien encore une fois dans la chat. Merci beaucoup, Eleonora. On voit ta présentation, donc je te laisse te lancer. Merci. Merci beaucoup à vous. Je suis ravie de pouvoir faire cette présentation parce que quand même c'est une thématique et ça nous touche beaucoup, les experts des moustiques. Alors je vais vous présenter les bases du cycle de vie des moustiques indigènes et invasifs pour voir quelles sont les constraintes qui puissent sortir dans un concept de ville éponge. Alors, juste de base, les moustiques sont des organismes assez anciens. Ils ont à peu près, les premiers moustiques, on les trouvait déjà 200 000 ans, 200 millions d'ans avant. Alors, il y avait les dinosaures, il y avait les moustiques. Nous, on n'était pas encore là. Alors, ce sont des organismes assez gagnants qui vont être toujours là et qui ont su s'adapter à différentes conditions environnementales. Alors, les moustiques ils sont partout, sauf où il y a la glace permanente, c'est-à-dire au pôle sud, au pôle nord. Dès que la glace fond, ça commence à avoir des moustiques. Alors, la plupart des espèces connues et dans les zones tropicales et subtropicales du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de moustiques dans des zones européennes. Si vous avez été, par exemple,
au nord d'Europe, en Suède, vous avez beaucoup de moustiques. Bon, les espèces sont pas autant nombreuses, mais il y a beaucoup de moustiques. On connaît plus de 3500 espèces dans le monde, une centaine en Europe et en Suisse, une quarantaine. Le cycle de vie du moustique, des moustiques, c'est la chose plus importante à retenir ici. Le cycle de vie des moustiques, on connaît bien les moustiques, on les voit dans l'air qui volent, qui nous piquent, mais il fait partie du cycle de vie des moustiques aussi la phase aquatique. S'il n'y a pas de phase aquatique, il n'y a pas de moustiques qui volent et qui nous piquent. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Normalement, les moustiques se nourrissent du sucre, qui peuvent trouver le sucre, le trouvent dans les fruits, dans les fleurs. Ils sont aussi des insectes pollinateurs, pas autant spécialisés comme les abeilles, mais sont aussi des pollinateurs. Après l'accouplement, les femelles, seulement les femelles, ont besoin des protéines qu'ils vont trouver dans le sang des animaux pour qu'elles puissent développer bien leurs œufs. C'est-à-dire, si vous êtes piqué par une femelle qui va prendre des œufs et qui vont produire d'autres femelles qui vont vous piquer. Alors, les œufs vont être pondus et dès que les œufs rencontrent l'eau, il y a une éclosion et il y a des quatre phases aquatiques larvales. Il y a une croissance, il y a des mouées euh, de ces larves jusqu'à une phase nymphale où la phase nymphale ne mange plus. Et après, il y a une métamorphose complète et on passe de nouveau à la phase aérienne. Alors, tout cela, ça passe assez vite et c'est une croissance assez exponentielle. Normalement, dans des conditions d'été, cette phase de la ponte de l'éclosion des œufs jusqu'à l'adulte, l'émergence des adultes, ça dure à peu près une semaine. Quand il fait pas autant chaud, mais il fait plus froid, cette phase peut durer de 1 à 3 semaines. Ça dépend de l'espèce. Alors, c'est-à-dire qu'en été, normalement, si vous avez de l'eau qui fait éclore des moustiques, les œufs, dans une semaine, vous avez une femelle qui va pondre de nouveau, va vous piquer et puis va pondre des œufs à nouveau. Alors, normalement, une femelle peut pondre environ 60 œufs. La moitié de ces œufs sont des femelles, c'est-à-dire que dans une semaine, d'une femelle, vous avez 30 femelles qui vont pondre chacune 30 œufs et 60 œufs vont produire 30 femelles et le cycle, ça continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une croissance énorme. Et si vous laissez, vous gérez pas la phase aquatique, donc quelques mois d'une femelle, vous avez des milliers et des milliers de femelles qui vont piquer autour. Alors, à retenir aussi, c'est aussi la différence qu'il y a dans la ponte des œufs. Alors, les moustiques, les gens des moustiques, Anopheles, Coquelettidia, Culex et Culeseta, pondent leurs œufs sur des eaux, sur la surface des eaux. C'est-à-dire, il faut avoir des eaux permanentes. Ils peuvent être des étangs ou des récipients qui se remplissent d'eau. Alors, ces œufs, normalement, ces milieux aquatiques, surtout les étangs, sont en équilibre et normalement, ils ne produisent pas autant de moustiques. Par contre, euh, il y a une autre façon de pondre qui c'est représentée par le gendre Aedes, qui sont les moustiques des eaux de crue ou les moustiques invasives, qui ne pondent pas forcément sur la surface, ils pondent pas sur la surface de l'eau, mais juste à côté. Et les œufs vont s'éclore seulement quand ils vont être couverts par l'eau. C'est-à-dire, ces gîtes sont représentés par des œufs temporaires qui peuvent être ok, des trous des arbres
des eaux temporaires dans le milieu naturel, aussi des eaux temporaires représentées par beaucoup de récipients artificiels on trouve dans le milieu urbain. Alors là, la différence, ce sont que ces œufs-là résistent à la sécheresse, c'est-à-dire l'endroit où ils sont pondus, s'il n'est pas couvert par l'eau, ces œufs sont viables jusqu'à qu'ils vont être couverts de l'eau de nouveau. Ça peut durer des années. Et en plus, dans des œufs temporaires, vous n'avez pas un équilibre écologique. Also, vous n'avez pas de prédateurs. C'est-à-dire que ces genres de moustiques-là vont produire des quantités énormes de moustiques sans avoir de compétition naturelle. Après, il y a des endroits, des gîtes qui peuvent représenter les deux endroits des pentes, c'est-à-dire, par exemple, les égouts, vous avez de l'eau permanente, alors vous avez les moustiques représentés en eau, et puis vous pouvez avoir aussi des changements de niveau de l'eau, alors là, vous pouvez avoir aussi les moustiques qui pondent ces œufs résistantes à la sécheresse. Alors ici, j'ai résumé un peu les espèces présentes en Suisse. J'ai divisé les espèces. Vous voyez que la plupart des moustiques, des espèces de moustiques, vivent dans des endroits naturels, ici représentés en vert. Puis, il y a des moustiques qui vivent plutôt dans des endroits urbains, artificiels. Et puis, il y a des moustiques comme les Culex pipiens qui vivent soit dans les endroits naturels et soit dans les milieux urbains. J'ai mis en rouge les espèces qui peuvent causer des nuisances par rapport à l'homme. Alors ici, il y a les Aedes vexans et Aedes typhus qui sont des moustiques et des œufs de crue qui peuvent, qui pondent ces œufs que dans des eaux temporaires, et quand il y a l'éclosion, ils peuvent causer assez de nuisances dans les villages autour. Ce sont les moustiques plutôt représentés dans les bollées magadino qui donnent des nuisances assez fortes. C'est pour ça qu'on fait des traitements là. Et puis, j'ai mis là en rouge aussi Aedes albopictus, que c'est le moustique invasif plus connu, aussi nommé moustique tigre. Et puis, j'ai mis aussi les Coquetilia richardi, qui c'est un autre moustique qui peut causer des nuisances assez intéressantes et qui a une façon de pondre, leur larve vit auprès des roseliers. Euh, Pourquoi on parle des moustiques? On ne parle pas des moustiques seulement parce qu'ils causent des nuisances, mais aussi parce qu'ils sont des vecteurs potentiels de plusieurs maladies. Alors ça, c'est une image faite par Bill Gates, la Bill Gates Foundation, qui l'a trouvé, elle cherchait me- meilleur moyen pour dépenser son argent pour sauver le monde. Et il a trouvé que les moustiques sont la cause plus importante de mortalité humaine dans les mondes. Alors, ça cause beaucoup plus de monde les moustiques, alors les maladies apportées par les moustiques, que d'autres animaux, même et sont plus dangereux les moustiques que même les guerres qui passent chaque année dans le monde. C'est-à-dire que moitié de la population mondiale risque de contracter des maladies apportées par les moustiques et chaque année, environ 700 millions de personnes souffrent des maladies apportées par les moustiques et environ 1 million de personnes chaque année meurent par des maladies apportées des moustiques. Les maladies apportées par les moustiques, les moustiques en soi, ils n'apportent pas de maladies, ils doivent être affectés aussi par ces maladies. Les maladies, normalement, sont spécialisées pour l'espèce des moustiques, c'est-à-dire, j'ai divisé les maladies apportées par les moustiques en trois catégories. La plus connue, c'est le paludisme. Le paludisme, c'est un plasmodium qui peut être apporté par les gendres anopheles. Et il est aussi assez compliqué
dans le corps des moustiques et un autre cycle assez compliqué dans le corps humain. Le moustique peut apporter cette maladie à l'homme et rattraper la maladie de l'homme et apporter la maladie à un autre homme. Le cycle est assez compliqué. Comme je vais vous dit avant, les moustiques sont très anciennes comme animaux. Ce sont des connexions qui se sont évoluées dans les millions des années. Alors, le paludisme, c'est la maladie plus connue. Puis, il y a des filarioses qui sont des maladies qui touchent surtout les animaux domestiques, surtout les chiens. Mais là, à la fin, il y a des médicaments qu'on peut donner au début de saison aux animaux et ils ne vont pas attraper forcément la maladie. Ces maladies-là sont apportées plutôt par toutes les espèces de moustiques, sauf les anophèles. Et là, ce sont des vers qui font le tour dans de leur système lymphatique des animaux et quand il arrive au cœur, il remplit le cœur, l'animal mort. Et puis, il y a toute une sorte des virus spécialisés qui se sont spécialisés dans les millions des années pour être apportés par des arthropodes, en ce cas-là par des moustiques. Alors, ce sont des virus qui peuvent être apportés par des moustiques et peuvent être pas apportés d'une autre manière. C'est-à-dire, pas tous les virus peuvent être apportés par des moustiques, seulement les virus qui se sont spécialisés dans les millions des années avec ce vecteur-là. Les virus les plus connus sont le virus de la dengue, le virus de la fièvre jaune, le chikungunya, le West Nile. C'était des virus qui, au début, s'étaient coincés dans le milieu animal et puis ils sont partis, il y a eu un spillover dans le monde humain et animal domestique. Et là, beaucoup de ces virus maintenant sont surtout, on les trouve surtout dans le milieu humain. Il cause des épidémies dans le monde assez importantes. Vous avez peut-être lu dans les journaux l'épidémie de dengue qui passe maintenant au Brésil et au Sud-Amérique en général. Alors là aussi, j'ai fait une table où j'ai fait une espèce de résumé des moustiques présents en Suisse et les maladies qu'ils peuvent apporter. Et j'ai divisé aussi les habitats par rapport aux moustiques. Alors la plupart, comme j'ai décrit avant, la plupart des moustiques vivent dans des milieux naturels, j'ai signé ici en vert. Et puis j'ai mis les espèces qui vit surtout dans les milieux urbains. Et puis, j'ai mis aussi la piqûre parce que pas tous les moustiques piquent l'homme. Il y a des moustiques qui piquent seulement les oiseaux. Il y a des moustiques qui piquent seulement les amphibiens et comme ça. Et puis, j'ai mis à peu près la quantité des présentes en Suisse. Comme vous voyez, on parle beaucoup du moustique tigre. Le nom scientifique, c'est Aedes albopictus parce que c'est un des moustiques qui porte la plupart des maladies par rapport aux moustiques, c'est-à-dire le moustique tigre porte toutes les maladies liées au monde des moustiques, sauf le paludisme. Il vit dans des milieux urbains, c'est-à-dire très proches à l'homme. Il pique presque tout et il est assez présent dans certaines zones en Suisse. Et puis, j'ai signé aussi, là, pardonnez-moi, et ça, c'est pas une chose théorique. Chaque année, il y a des importations de ces maladies qui viennent grâce à nos voyages dans des zones tropicales et subtropicales. C'est-à-dire, en voyage, on attrape la maladie au Brésil parce qu'on est piqué par un moustique affecté au Brésil. On retourne chez nous. Et après, si on a la maladie, le virus dans le sang, si on est piqué par un moustique tigre en Europe, le moustique tigre peut transmettre cette maladie à nos voisins. Alors, en Suisse, on n'a pas encore eu de cas de transmission locale des maladies. On a quand même des cas d'importation de maladies. Mais chaque année, en Europe, on a des petites épidémies, petites diffusion de cas autochtones, c'est-à-dire la transmission locale de ces maladies liées à la présence du moustique tigre.
Et puis, il y a un autre moustique qui est assez important, c'est le moustique domestique. Le Culex pipiens, c'est un moustique qui vit dans les milieux naturels, les milieux urbains, qui est un peu partout, qui peut apporter une maladie qui passe aussi en Europe, apportée par les oiseaux, que c'est la West Nile, qui a été retrouvée aussi au Tessin il y a 2 ans. Juste pour résumer, alors les maladies peuvent normalement sont apportées chaque année en Suisse grâce à nos voyages. Les maladies plus connues sont la dengue, la chikungunya. Le vecteur principal, c'est les moustiques tigres. Et chaque année, on a des importations et au Tessin, on fait des traitements spécifiques. Et jusqu'à présent, on a empêché que ces maladies puissent être transmises à d'autres personnes. Euh, Par contre, on a aussi des cas, on a trouvé le West Nile, mais là, le cycle est surtout lié au monde des oiseaux et seulement rarement il peut aussi arriver aux hommes, aux cheveux, mais là, c'est deadline off, c'est-à-dire que le virus dans le corps des hommes et des cheveux se multiplie pas assez pour être transmise de nouveau à un autre animal. Alors, pour résumer, c'est important de savoir que les moustiques peuvent être partout où il y a de l'eau. Il y a des moustiques, des espèces qui sont liées au milieu naturel. Il y a des espèces qui sont liées au milieu anthropisé. Il y a des espèces qui sont soit dans les milieux anthropisés que dans les milieux naturels. Et puis, il faut garder qu'il y a des différentes pontes qui sont représentées par les œufs temporaires et les œufs permanentes. Alors, on a catégorisé un peu les moustiques. Alors, les moustiques anophèles, celles qui peuvent apporter le paludisme, sont pas tellement représentées en Suisse. On ne considère pas ça en danger, soit pour la nuisance, soit pour les risques sanitaires. Par contre, les moustiques des œufs de crue, c'est celles qui pondent dans des zones où il n'y a pas de l'eau, mais s'il y a la nappe phréatique qui monte, peuvent s'éclore dans des quantités énormes. Là, peuvent apporter des nuisances assez fortes pour les personnes. Et dans certains cas, peuvent aussi être vecteurs du West Nile. Oui, il y a des moustiques qui peuvent causer aussi des nuisances car ils sont difficiles à traiter parce qu'ils sont attachés aux roselières. Et puis, il y a les moustiques invasifs, surtout le moustique tigre, qui vit dans des endroits anthropisés et qui pondent des œufs résistants à la sécheresse et qui colonisent des endroits avec des œufs temporaires. Puis il y a le moustique indigène plus connu que c'est le Culex pipiens qui vit partout et pourrait apporter du West Nile en Suisse. Et voilà. Et puis à retenir pour la biologie des moustiques, c'est que les moustiques peuvent se développer seulement si l'eau est stagnante. Si l'eau n'est pas stagnante, bouge trop, les moustiques vont pas pondre dans ces endroits-là. Mais si l'eau est stagnante plus d'une semaine, vous vous souvenez que le cycle de vie des moustiques dans l'eau dure pendant l'été une semaine, ça peut causer des problèmes des moustiques. Et puis, il faut aussi retenir que l'endroit, pour être pas colonisé par les moustiques, doit être fermé de façon hermétique. S'il y a même un petit trou de rentrée, le moustique va trouver l'eau, va prendre les œufs vont se clore et il y aura beaucoup de moustiques qui vont sortir de cet endroit-là. Et pour éviter d'avoir des gîtes à moustiques, on ne doit pas seulement sortir l'eau, mais il faut faire que l'endroit ça soit vide. Mais vide, ça veut dire complètement vide, c'est-à-dire sec. Parce que les larves des moustiques peuvent aussi nager dans quelques millimètres d'eau. À retenir aussi, c'est que
Les œufs pondus par les moustiques invasives, les moustiques d'eau de crue résistent à la sécheresse, c'est-à-dire un endroit colonisé une fois par ce genre de moustiques-là va être positif pour la vie. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau va retourner dans cet endroit-là, va produire des moustiques, même s'il a été sec pendant des semaines ou des années. Si vous avez des concurrences naturelles pour les moustiques, des prédateurs, là, vous n'avez vraiment pas votre problème. Si vous n'avez pas de compétiteurs naturels, là, il faut intervenir soit en empêchant les moustiques de joindre l'eau, soit il faut traiter. Euh, Autrement, les moustiques maintenant colonisent les présentes en Suisse, ça dépend des espèces, mais les moustiques colonisent tout le type d'eau, soit des eaux usées, soit des eaux claires, peu importe. Et il faut aussi retenir que les moustiques exotiques aiment les petits endroits un peu sombres représentés par les soucoupes, des petits récipients, mais aussi beaucoup les cisternes souterraines qui peuvent contenir des centaines de milliers d'eau, mais qui représentent une espèce d'endroit sombre, une grotte. Et là, on ne voit pas l'eau, mais il y a beaucoup de moustiques qui peuvent sortir de ces gîtes-là. Et puis, bon, il y a les larves du genre Coquetilleta qui s'attachent au roselier et là sont compliquées à traiter parce que le produit, c'est difficile si même si on doit traiter, c'est difficile à attacher ces larves des moustiques. Et je pense que j'ai dit un peu tout, mais peut-être je suis allée un peu trop vite. Désolée. Merci à vous. Merci, Eleonora, pour cette présentation très utile, très technique, mais j'ai appris pas mal de choses. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a une personne qui a soulevé la main, c'était Remo Kruster. Euh, je te prie de soit poser ta question dans le F&A, euh, soit, euh, si c'est encore là, je te donne la parole pour que tu puisses poser ta question. Ah voilà, Voilà. il commence à y avoir une question. Welche Netzen? Ich la pose en allemand. Welche Netze eignen sich, um stehende Wasserkörper abzudichten? Maschenweite Bezug. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des OK. nets qu'on Euh, peut utiliser pour Ça éviter que dépend. les Ouais. moustiques rentrent? Ça, c'est compliqué car ça dépend des espèces de moustiques. Par exemple, le moustique tigre arrive à passer à travers beaucoup de filets, de nets. Alors, et en plus, les filets euh, se cassent. Alors, si le moustique trouve un trou dans le filet, il passe. Ce ne sont pas forcément des endroits. Si on a un endroit, c'est pas à la maison, mais on a un outil à l'abri de l'environnement, le soleil, le vent, comme ça, le filet n'est pas conseillé forcément parce qu'il va se casser et il donne une sécurité fausse qui ne protège pas des moustiques. On a essayé ça aussi au dessin, ça n'a pas marché. Merci, Eleonora. Je pense que Alberto va nous montrer par des exemples aussi quels peuvent être des éléments qu'on peut utiliser. Je vois qu'il y a une deuxième question. Je la lis en allemand, puis je la propose en français. Brüten die Mücken in bestimmten Jahreszeiten? Zum Beispiel ist stehendes Wasser im Frühling unproblematisch und im Herbst schon. Soll ich Donc, auf Deutsch oder Französisch beantworten? Also, was dir lieber ist. also jetzt als Gleichgewicht auf Deutsch. Okay, auf Also, Deutsch. also es kommt auf den Art an. Pour le Also bon équilibre, je vais répondre en allemand. Tout dépend, ces moustiques d'eau de crue, eh bien, vont émerger au printemps. Les moustiques invasives vont plutôt être présentes tard dans le printemps ou tôt en été. Ça dépend bien sûr de la variété, mais normalement entre avril et octobre,
il y a des moustiques et on a tous les stades d'œufs, aux autres stades. Tout dépend du climat, mais il est clair qu'il faut tout à fait éviter la formation de nids. Comme je vois pas d'autres questions, je propose qu'on passe aux éléments plus techniques, des mesures qu'on peut peut-être prendre et des exemples. Donc, je prie Alberto de partager son écran, mais vous pouvez continuer à mettre vos questions dans le foire aux questions et nous allons refaire une séance de réponse après la présentation de Alberto. On voit pour l'instant, voilà, là c'est bon. Merci Sylvia. Bonjour à toutes et à tous aussi de ma part. Donc, on met un peu de côté le biologiste. Moi, je suis biologiste de formation pour rentrer un peu dans les détails plus techniques. Donc, vous savez, on a publié sur notre site cette aide-mémoire en 3 langues. Et moi, je vous propose maintenant une petite présentation pour voir comment ça marche, comment l'utiliser, quels sont les principes de prévention. Et puis, je vais vous présenter quelques cas d'études d'assainissement de sites de ponte qui étaient problématiques au sud du Tessin. Donc, l'aide-mémoire, ça se présente comme ça. C'est une brochure d'une dizaine de pages. Personnellement, j'ai été chargé par la FAWESA de coordonner la rédaction de cette aide-mémoire. Et donc, j'ai utilisé les connaissances de notre experte Eleonora Flaccio, qui donc a amené son côté de biologiste. On a mis ensemble une équipe, un groupe d'accompagnement pour la rédaction qui était composée par différents experts, soit du côté conservation de la nature, soit du côté de l'ingénierie ou de la gestion, de l'administration de ces problèmes dans une ville ou dans un canton. Et voilà, ça c'est un peu le résultat. Donc, dans la première partie de la brochure, vous trouvez un peu toutes les notions simplifiées que Eleonora vient de vous présenter. On ne va pas le revoir. Et vous reconnaissez un peu le style de ces petites images qui vont vous guider, vous aider dans la lecture. Et puis moi, je vais maintenant commencer la deuxième partie de la brochure qui traite des principes de prévention. Donc, à la page 6, vous trouvez donc la synthèse de recommandations. Si vous êtes des ingénieurs, si vous êtes chargé d'évaluer des projets pour votre ville éponge, il faut regarder ces 5 principes qui sont indiqués par les lettres A, B, C, D, E. Et ils sont exposés de façon assez simple. On va les passer de suite. Donc, le principe A, c'est que vous n'aurez pas de problème si votre élément ville-éponge, par exemple une noue, une tranchée drainante ou comme ça, une surface qui peut infiltrer l'eau, ça permet d'infiltrer rapidement l'eau, donc en moins d'une semaine. Vous devez, le take-home message d'aujourd'hui, c'est la semaine comme période maximale pour avoir de l'eau stagnante dans un endroit de notre ville pour ne pas produire le moustique. Donc ça, c'est le principe fondamental. Ensuite, il y a des ouvrages, des éléments ville-éponge qui ne peuvent pas infiltrer. Et donc, vous allez résoudre tous vos problèmes de moustiques si vous avez une évacuation totale de l'eau dans ces éléments. Donc, ça veut dire, comme Eleonora vous a rappelé quelques minutes avant, faites gaffe des petites lames ou d'épaisseur d'eau de quelques millimètres sont fonctionnelles pour les moustiques. Donc, il faut vraiment essayer de vider complètement l'eau dans vos ouvrages dans l'espace toujours d'une semaine.
On a parlé de sites de pente d'eau stagnante, donc ça veut dire que si vous avez de l'eau en mouvement, vous êtes tranquille. Par exemple, si vous avez des cours d'eau urbains, c'est souvent la question aussi au Tessin, est-ce que ces cours d'eau vont amener des problèmes de moustiques? Si l'eau est courante, il n'y a pas de problème, même si vous avez des cours d'eau permanents qui ont des zones, des poules où localement il y a un peu l'eau calme, mais c'est toujours en continuité avec le courant, c'est pas un problème. Le problème, on l'a quand il y a un cours d'eau qui donc a un débit intermittent, donc temporaire, surtout dans les ouvrages, dans les zones artificielles. Par exemple, après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va avoir des exemples. Et puis, c'est le cas aussi des fontaines. Si vous avez une fontaine avec un bon débit, ça ne va pas produire de moustiques. Si vous avez, par contre, un débit insuffisant, un mouvement insuffisant, vous avez un problème. Donc ça, c'est important après pour les mesures. Souvent, les gens demandent si les agitateurs, les jets d'eau vont résoudre tous les problèmes. On va en discuter après. Le quatrième principe de prévention, c'est que vous ne devez pas forcément renoncer à d'avoir des biotopes ou des bassins multifonctionnels dans l'espace urbain. Il faut faire gaffe, par contre, à ce qu'il y ait un équilibre écologique des concurrents et prédateurs. Ça veut dire que si le milieu est naturel et fonctionnel, on n'a vraiment pas beaucoup de problèmes. On ne veut pas dire qu'on n'aura pas de moustiques. Un biotope va toujours produire un peu de moustiques, mais on n'aura pas de problème majeur. Et le fait d'avoir un biotope à la surface, donc sans des ouvrages souterrains, va permettre d'avoir un accès facile pour d'éventuels traitements au cas où il y aurait apparition de populations inattendues de moustiques. Ensuite, dernier principe de prévention, c'est faire attention quand il y a des ouvrages de rétention de l'eau souterraine. On a déjà parlé avec Eleonora, les femelles de moustiques vont trouver des petits trous s'il y en a et produire des moustiques dans les eaux souterraines. Donc, soit vous évitez le contact aérien, donc avec des ouvrages complètement étanches. Après, on va voir des exemples pour les bouches d'égout. Sinon, si vous n'arrivez pas à isoler complètement le milieu, il faut veiller à vider complètement l'ouvrage, donc comme on a dit, vraiment tout. Et puis, éventuellement, si l'ouvrage est conçu pour être rempli d'eau en permanence, alors là, il faut simplement prévoir un accès facile pour aller régulièrement faire des traitements avec des biocides pour les larves ciblées. Alors ça, c'était les 5 principes A, B, C, D, E. La suite de l'aide-mémoire est en fait un grand tableau qui est subdivisé en 2 pages. Pardon. En fait, vous retrouvez dans l'entête des colonnes nos 5 principes A, B, C, D, E qu'on vient de traiter. Et en ligne, vous trouvez des photos qui vous guident tout de suite vers le type d'éléments ville-éponge, des solutions techniques. Donc, si vous devez juger un projet, vous cherchez là le type d'ouvrage que vous êtes en train d'évaluer. Alors, ces types d'ouvrages, on ne les a pas inventés. On a repris des publications existantes de l'Office fédéral de l'environnement. Peut-être que vous le connaissez déjà, Haute pluie dans l'espace urbain. Et là, vous avez une typologie de mesures
pour ces ouvrages, donc les fossés, les bassins, etc. On a essayé de simplifier, mais je pense que si vous êtes habitué à ce type d'exercice technique, vous allez retrouver le bon ouvrage dans une catégorie qui correspond. Ensuite, j'ai fait l'exemple, par exemple, pour les noues et les fosses d'infiltration. Ça marche comme ça, vous pouvez regarder tout de suite quels sont les principes de prévention que vous devez regarder, auxquels vous devez être attentif. Et puis, on a une note des remarques techniques pour mieux expliquer quelles sont les criticités et où sont les problèmes les plus fréquents. Par exemple, dans le cadre de nous et des fossés, on dit OK, ils sont toujours vides, il n'y a pas un problème, mais il faut faire attention, par exemple, lors de la gestion, si l'ouvrage est mal géré ou s'il y a eu compactage pendant les travaux de réalisation, alors vous allez avoir de l'eau qui reste alors que ce n'était pas prévu. Et puis, si l'eau dure plus d'une semaine, vous avez compris, on commence à avoir des problèmes pendant l'été de moustiques. Donc, on ne va pas passer en détail tous ces éléments-là. Je vous laisse le plaisir de les découvrir en lisant l'aide-mémoire. Donc, ils sont distribués sur 2 pages. Et voilà, si jamais après il y a des questions spécifiques sur un type d'ouvrage, on peut profiter de les poser sur la chat. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était un peu pour vous stimuler en sortant un peu du cadre de cette brochure, de voir des exemples concrets. C'est des exemples, on en a beaucoup au Tessin. Là, j'ai amené un peu des expériences que j'ai vécues pendant mon travail. Moi, justement, je travaille pour un bureau d'écologie de Bellinzona qui travaille dans le cadre de la protection de la nature, mais aussi dans le conseil de ces institutions qu'il y a au Tessin pour la gestion des cours d'eau, qui s'appelle Consorzi. Là, par exemple, on fait des expertises souvent pour le CMAPS, le Consorzio Manutenzione Arginatura Pianscairolo et Collina. En fait, c'est une institution qui regroupe des communes dans la région de Lugano et d'autres institutions qui ensemble gèrent les cours d'eau. Alors, c'est une zone très urbanisée, mais il y a quand même beaucoup de petits cours d'eau, des petits cours d'eau temporaires qui donc, on se demande s'ils peuvent poser des questions. Alors, l'exemple d'abord, c'est le cas d'un dépotoir alluvion. Je vais vous en présenter quelques-uns. Là, c'était le dépotoir à alluvion 25 Gentilino. Vous voyez, il y a un petit lac, Lago di Muzzano. En fait, c'est une très belle réserve naturelle urbaine, on dirait, avec des très jolis milieux naturels. Et puis, un affluent de ce lac a un dépotoir alluvion qui protège la route cantonale. Le dépotoir à alluvion se présentait comme une boîte en béton de ce type-là, avec la rivière qui descend par la forêt, puis entre dans le premier volume où il y a le matériel grossier qui s'accumule, puis il y a un premier barrage, et après ce premier barrage, il y a un deuxième volume pour la sédimentation des particules fines des sédiments, avant d'aller dans un petit tube. Alors, comme vous pouvez imaginer, ces accumulations d'eau sur une rivière temporaire en milieu artificiel, c'est un peu le cas idéal pour les moustiques. Alors imaginez un peu d'utiliser l'aide-mémoire de VSA pour les moustiques. Vous allez un peu regarder les images et identifier quels sont les principes de prévention qui ne sont pas respectés dans ce cas. Donc, on a l'évacuation incomplète. Donc, on a un ouvrage qui reste toujours avec un peu d'eau stagnante. Un milieu artificiel en plus, ce qui complique la chose pour les moustiques exotiques invasifs.
Et puis, on est sur un cours d'eau, donc on peut se demander si la dynamique alluviale elle est suffisante pour décourager les moustiques. Là, ça se fait un peu avec l'expérience de comprendre tout de suite si c'est un problème ou si c'est pas un problème. Mais dans ce cas, c'est la rivière, le cours d'eau, il amenait de l'eau vraiment seulement lors de grandes pluies. Et puis, donc, le principe C n'était pas respecté, donc le mouvement de l'eau n'est pas suffisant pour décourager les moustiques. Alors, là, l'assainissement n'était pas fait exprès pour les moustiques. On avait remarqué le problème, mais on a fait un assainissement qui était aussi écologique pour pouvoir agrandir le tube et faire un passage pour la faune, vu qu'il y a une réserve de l'autre côté. Donc, on a aussi mis d'autres objectifs que maintenant, ce n'est pas le cas d'analyser en profondeur parce qu'on a travaillé pour les amphibiens, les reptiles, la petite faune. Mais le résultat, c'était qu'on a changé un peu la géométrie du bassin du dépotoir alluvion en créant une pente latérale avec un tracé à 90 degrés qui rentrait depuis là et puis il allait dans la suite du cours d'eau. Et comme ça, il n'y a aucune accumulation d'eau. Les ingénieurs me posent souvent la question, oui, mais quand il y aura les particules fines, les alluvions, on aura sûrement des flaques d'eau qui s'accumulent quelque part et puis on ne peut pas aller avec l'aspirateur à nettoyer chaque fois qu'il pleut. Alors là, je peux dire qu'on a fait beaucoup de monitoring et puis quand il y a des objets comme ça avec un substrat meuble soumis à la dynamique alluviale qui n'est pas artificiel, donc coincé comme il était avant, il y a très peu de production de moustiques. Et donc ça, c'était la solution. Maintenant, l'évacuation, elle est totale. On a agrandi le tube donc en renonçant à sédimenter les fines avant le ponçon. Et donc, c'est un changement un peu conceptuel de l'ouvrage, mais ça marche très bien, on n'a plus de problème. Après ce premier essai en 2016, après, on a travaillé toujours avec le Consorzio Manutenzione Pianscherolo Collina pour regarder un peu tous les ouvrages parce que les gens se plaignent souvent, peut-être qu'ils ont leur jardin qui est plein de petites soucoupes ou des petites biotopes pour les moustiques tigres, mais s'ils ont un cours d'eau à côté, ils, ils ont les moustiques chez eux, ils donnent la faute, ils disent que c'est la faute de la rivière. Et donc, le consortium, il était très sollicité par les privés. Vous avez un dépotoir alluvion qui cause des problèmes. Alors, ils nous ont confié le mandat pour faire cette analyse de tous les 87 ouvrages potentiellement critiques. Donc, on les a fait passer. Il y en a certains qui sont sur des cours d'eau permanents, donc il n'y a aucun problème. Certains, ils infiltrent, certains, ils sont déjà à évacuation totale. Mais comme vous voyez, vous pouvez imaginer, sans entrer dans les détails, il y a des, des petits carrés rouges là qui sont un peu plus grands que les autres. Et là, c'est les priorités d'assainissement. Donc, on a fait un petit programme d'assainissement ou de monitoring sur les cas en doute. Et puis, on a travaillé un peu avec les ingénieurs pour essayer de faire une petite checklist. Ça ne fait pas partie de la brochure de VSA, mais c'est des principes qu'on peut construire sur la base de l'aide-mémoire VSA. Donc, on a essayé de voir un peu comment il faut concevoir un dépotoir alluvion sans créer une bombe biologique pour les moustiques. Et donc, avec des ouvrages sélectifs, des évacuations totales, et puis en essayant de coupler aussi l'aspect un peu nature qui nous intéresse toujours, surtout dans les projets ville-éponge qui ont un égard assez large. Donc, je vous montre maintenant les deux cas qu'on vient d'assainir. On ne les a pas suivis directement. Là, c'est le bureau d'ingénieurs Mauri Associati d'Avesco qui a suivi les travaux.
Ça, c'était un autre dépotoir très similaire à celui qu'on avait vu avant, mais le volume, il y avait 2 volumes avant et après le barrage qui avait de l'eau en permanence. Donc situation vraiment très, très critique là. Il y avait vraiment une grosse production de moustiques tigres. Et après on a appliqué les mêmes principes. On a changé la pente du dépotoir. On a mis un ouvrage plus ou moins sélectif. Là, le côté faune, peut-être, il est un peu moins satisfait, mais au niveau moustique, on a vraiment plus de problèmes. Je vais vite parce que c'est toujours les mêmes choses. Là, un autre exemple un peu plus grand, toujours à Grancia, fait en même temps. On avait un grand dépotoir avec un grand volume qui produisait quand même plusieurs moustiques invasifs. On avait un peu toutes les espèces du genre Aedes, la Coreicus japonicus et l'Albopictus. Et là, on a dû faire des changements un peu plus structurels, donc de baisser le déversoir, je n'ai pas maintenant le mot exact, le scarico di fondo, je pense, le déversoir du fond, pour vider complètement ou presque. Là, on voit qu'il y a un petit peu d'eau, mais c'est parce qu'il y a un peu d'eau qui coule en permanence. Donc, quand il y aura le cours d'eau qui s'assèche en été, la quantité d'eau qui reste est vraiment négligeable. Même principe d'avant, là, on va faire un monitoring pour voir comment ça s'évolue, la production de larves dans cet objet. Toujours, les travaux ont été suivis par Mauri et Associati, bureau d'ingénieurs. Voilà, c'était 3 cas très similaires sur des cours d'eau. Donc, on peut, pour conclure, les cours d'eau, c'est juste ce qu'on a écrit dans la brochure. Les cours d'eau ne sont pas un biotope idéal pour les moustiques, mais quand il y a des régimes hydrologiques intermittents, temporaires et des ouvrages artificiels sans beaucoup d'apport de matériel de sédiments meubles, c'est un problème et on doit vraiment agir pour ne pas avoir des bombes biologiques à moustiques. Là, je passe à un autre type d'objet. C'est un cas d'étude qu'on a eu déjà depuis longtemps à Coldrerio, toujours dans le sud du Tessin, mais plutôt du côté Mendrisio, entre Mendrisio et Chiasso. C'est un peu le type de solution qu'on veut, disons, favoriser avec les villes éponges, donc avoir des milieux aquatiques au milieu d'un milieu urbain qui amènent de la fraîcheur pendant l'été, qui peuvent être un site de détente pour les gens et tout ça. C'est un site qui a été revalorisé en 2011. Nous, on a suivi la partie environnementale. Donc, on a créé des biotopes, des zones marécageuses, des roselières, avec des chemins pour pouvoir disons, en jouir. Et c'est un peu le type d'intervention que l'Haute École de Genève, le HEPIA, va aussi favoriser et promouvoir avec son projet Confort. Je vous recommande, si vous travaillez dans le cadre de Ville Éponge, d'explorer. Ils ont un site avec une belle documentation. Est-ce on doit renoncer à ce type d'objet pour les questions de moustiques? Donc, nous, on ne voulait pas dans notre aide-mémoire dire s'il faut privilégier une solution plutôt qu'une autre. Nous, on dit si on choisit de faire un bassin multifonctionnel en milieu urbain, il faut être attentif surtout au principe D, donc d'avoir quelque chose qui est en équilibre. Alors nous, en tant qu'expert environnemental dans le cadre de ce projet, on avait préparé aussi un plan de gestion du site, donc surtout
en ce qui concerne la végétation pour avoir toujours un peu la qualité de ces milieux. Et je dois avouer, on était très préoccupés d'abord par l'aspect des moustiques. Donc, on avait prévu d'activer la solution du traitement des larves aquatiques avec un biocide ciblé. Je vous parle maintenant de ces biocides parce que souvent, j'ai eu des questions à propos de ça, surtout pendant les travaux de rédaction de l'aide-mémoire. Alors, c'est quelque chose que les Tessinois connaissent bien parce que, comme Éléonore a pu confirmer, ça fait une vingtaine d'années que tous les privés sont invités chaleureusement à acheter ces granules de Vectobac. Il y a aussi d'autres d'autres produits liquides. Ce qu'on dit aux privés, c'est de ne pas utiliser ces produits dans des milieux naturels. Les privés sont censés s'occuper de leur espace critique, par exemple des bouches d'égout dans leur jardin, dans leur maison ou des soucoupes, des choses comme ça. Dans le cas d'une institution publique, on peut se poser la question, est-ce qu'on, voilà, si on a un problème de moustiques, on peut intervenir avec ces produits qui sont vraiment biologiques dans le sens qu'ils vont agir seulement de façon ciblée sur les stades larvaires de la famille des Coulichidae, donc les Stechmücken, les moustiques qui posent des problèmes et, et ne vont pas affecter le reste des insectes ou de l'écosystème aquatique. Donc nous, on avait prévu la possibilité d'intervenir s'il y avait un problème, mais depuis 2011, il n'y a pas eu de production de moustiques tigres et puis la population n'a jamais signalé, n'a jamais téléphoné à la commune. Et vous savez que les privés sont assez actifs quand il y a des problèmes comme ça pour solliciter les communes. Donc, les traitements à l'heure actuelle n'ont jamais été nécessaires dans ce cas. Donc ça, c'est un cas typique. Après, s'il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires sur ces bassins, on peut en discuter. Je passe maintenant au troisième cas d'étude qui est très technique. Là, j'ai piqué vraiment, j'ai volé les informations à Eleonora Flaccio qui a suivi cette étude. Et puis, c'est plutôt elle qui devrait présenter l'étude, mais pour continuité, je vais le présenter moi-même. Puis, si jamais elle va compléter avec plus d'informations. Donc, il y a eu un test pour un système de bouche d'égout qui ne produit pas, qui ne permet pas aux moustiques de se reproduire. C'est un test qui a été fait côté Balerna, Chiasso, et qui a été récemment publié. Alors, pour faire comprendre un peu la situation, là, vous avez une bouche d'égout standard avec plein de fissures qui permet justement aux femelles de trouver l'eau permanente et à niveau variable. Donc, on peut y trouver un peu tous les types de pontes, comme Éléonore a présenté. Si vous passez une passoire là-dedans, vous trouvez souvent une soupe de larves de différentes espèces. Ça, ici, vous avez le schéma de la bouche d'égout standard, du dépotoir, disons, la partie dépotoir. Je pense que le mot correct est dépotoir à bout, un truc comme ça. Et, donc ici, on regarde toujours avec notre brochure quels sont les problèmes de ce type d'ouvrage. Le problème, c'est que cet élément-là est présent dans presque toutes les solutions ville-éponge, que ce soit un bassin, une noue, un fossé. Il y a toujours quelque part un dépotoir à bout pour avant l'ouvrage. Donc, faites gaffe, peut-être que vous investissez beaucoup d'argent pour résoudre tous les problèmes dans la partie principale de votre ouvrage et puis vous avez
un petit dépotoir comme ça en tête qui pose les problèmes. Vous avez la moustique tigre qui fait la fête tout de suite. Alors, les principes de prévention sont le B, donc évacuation totale, ce n'est pas le cas, donc c'est problématique. Étanchéité de la partie souterraine, ce n'est pas le cas, donc vous avez le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, les experts se sont mis ensemble avec les ingénieurs pour trouver des solutions techniques. Donc, l'étude a testé cet insert qui peut être ajouté de façon assez, ça a un certain coût, mais c'est assez simple pour l'installer. Donc, on peut mettre cet insert qui permet à l'eau de rentrer depuis le haut facilement avec un système de flotteur. Et puis, empêche, lorsqu'il ne pleut pas, empêche aux moustiques de descendre dans le système. Pour être un peu plus clair, voilà comment ça marche. On a la situation avec le temps sec, donc cette boule flottante, elle s'appuie sur la base, donc en empêchant le contact aérien entre l'eau et l'air. Et puis quand il pleut, le flotteur monte et l'eau peut communiquer, passer dans la partie traditionnelle de l'ouvrage. Donc là, je vous mets, sans faire trop de pub, il y a aussi des fiches techniques un peu plus poussées. C'est un système qui est vendu et qui est disponible sur le marché. Est-ce que ça marche? Donc là, ça intervient un peu l'étude d'Eleonora avec ses collègues qui ont regardé dans les bouches d'égout qui étaient équipées avec cet insert s'il y avait une réduction de 0 à 100%, la réduction des larves. Et là, on voit bien qu'on n'est pas à 100%, mais presque. Donc, l'efficacité dans la réduction de la production de larves par rapport au contrôle juste à côté où il n'y avait pas l'insert, elle est impressionnante et l'efficacité, elle est donnée. Donc, si jamais vous pouvez trouver aussi la publication en version intégrale. Donc voilà, moi j'arrive au bout avec ces petits cas d'études. Avant de laisser la porte ouverte aux questions, j'aimerais remercier et citer les gens, les experts qui ont participé à l'élaboration de cette aide-mémoire qui nous a pris presque 2 ans de travail, et même si c'est très condensé en 9 pages. Donc, merci à Sylvia qui est aussi la modératrice et chef de projet à Villefranche. Puis il y a Irma Strassmann, Zoé Daipen et Noémie Dagneux que j'ai vu, devraient être présents parmi les spectateurs. Et puis Eleonora, notre experte, Nadine de FAWESA qui a fait toutes les traductions et a coordonné aussi la partie d'organisation. Puis il y a aussi d'autres biologistes que je n'ai pas vus aujourd'hui, Nicola Patocchi qui travaille aux réserves volées di Magadino, donc depuis 20 ans, et il est confronté avec les problèmes de moustiques de toutes les espèces qu'on a vues aujourd'hui avec Eleonore, et puis Marco Bernasconi qui est entomologiste au musée de Lucerne. Et puis je remercie aussi Martina Teodora et Andreas pour la relecture critique. J'espère de ne pas avoir oublié quelqu'un, sinon je m'excuse. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès avec votre activité dans le cadre de Villefranche. Et ne renoncez pas à avoir de l'eau dans vos villes. Il faut continuer sur cette voie. C'est la voie pour la gestion soutenable de l'eau en milieu urbain, mais utilisez la brochure pour éviter des problèmes. Alors, merci. Merci beaucoup, Alberto, pour cette présentation et ces exemples très intéressants qui, j'espère, peuvent être utiles aux gens pour comprendre un petit peu plus comment appliquer ces principes qu'on préconise dans l'aide-mémoire. J'ai vu qu'il y a une question dans la foire aux questions. J'aimerais d'abord encore rappeler tous les participants que je viens de lancer il y a 2 minutes
Le questionnaire que vous devrez trouver en cliquant sur questions ou en allemand Umfragen, avec quelques questions sur la qualité de ce webinaire et vos souhaits pour des prochains webinaires. Je vous prie vraiment de remplir ce questionnaire et surtout de répondre aussi aux questions sur la qualité de la traduction simultanée. Merci beaucoup. Je vois qu'il paraît qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, donc je commence par la première qui est en français et je pense qu'elle se porte surtout à Eleonora. La question est, est-ce qu'il faut éviter le contact aérien ou alors éviter que les moustiques peuvent entrer, donc moins de 0,5 cm d'ouverture? Je pense que tu as déjà répondu en partie à cette question. Oui, Et alors bon, après, je laisse la parole à Eleonora. Justement, l'insert, le K3, il était... Je pense que la question a été posée avant qu'on arrivait, mais je laisse la parole à Eleonora pour d'autres problèmes de ce type. alors les contacts aériens, si c'est le sous-sol, bon, les moustiques, surtout les moustiques invasifs, vont trouver la voie pour rentrer et attacher l'eau. Alors vraiment, ça doit être hermétique ou moins de 0,5 cm, mais là aussi, peut-être ils peuvent passer, surtout les moustiques invasifs. Alors, il faut vraiment que ça soit hermétique parce qu'ils rentrent et puis ils peuvent voler. Si le tube n'est pas plein d'eau, ils volent dans la canalisation et il atteint l'eau. Alors, c'est plutôt, si on veut contrôler les moustiques, c'est mieux d'avoir un étang ou si dans le sous-sol, ça doit être fermé ou qu'on puisse attendre l'eau comme homme pour gérer la solution. Sinon, vous avez la structure qui flotte, euh, Alberto vous a montré. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Je- réponse. je- J'aimerais pense aussi que citer, si je peux, le cas que Léonora suit, elle m'en a parlé, je ne sais pas si tu veux en parler, mais l'Office des routes nationales, OFRU, Oui, c'est Astra en allemand, il gère beaucoup d'ouvrages pour la gestion des eaux des routes, les SABA ou des citernes, disons des bassins de rétention souterrains. Je ne sais pas si on n'a pas présenté ce cas-là, mais là, on a essayé d'avoir une stratégie de ne pas vider complètement parce que ce n'est pas le concept de l'ouvrage. On ne va pas essayer d'être étanche et d'éviter le contact aérien. Là, on vise simplement à avoir un accès facile pour le traitement exactement. des opérateurs. Eleonora, si jamais tu Oui, veux c'est ça, ajouter. parce qu'on a ciblé, on ne peut pas traiter tous les ouvrages, mais on va traiter ceux qui sont proches des zones urbaines. Et là, de temps en temps, les anciens ouvrages sont difficiles à traiter parce que sont compliqués à ouvrir et attendre à l'endroit. Alors, si on prévoit certains ouvrages comme ça, il faut cibler aussi qu'il y a une espèce de porte que l'opérateur peut attendre facilement. Et comme Ah, il y a quelque chose qui a coupé chez Eleonora. ça, on peut les gérer et à la fin, c'est pas compliqué non plus. Eleonora, ça a coupé les 3 dernières phrases que tu as dit. C'est resté Ah, ça coupait, pardon. bloqué. Non, non, Tu non, peux c'est juste les seulement répéter. que si on ne peut pas empêcher que l'air qui rentre, les moustiques qui rentrent, il faut, comme Albert l'a dit, faire que l'opérateur puisse attendre facilement à la surface de l'eau d'une façon à l'autre, de qu'il puisse opérer avec des traitements ciblés pour empêcher que les moustiques sortent. Merci, Eleonora. Albert, il y a une question qui concerne ton cas d'étude numéro 1. Et la question est, c'est quoi l'utilité de mettre du bois comme barrière et à partir de quel débit les larves de moustiques peuvent plus survivre? Mhm. Alors, le modèle des années 70 de dépotoir alluvion était un barrage, une digue fermée sans sélection de matériaux.
Et alors que maintenant, tous les ouvrages de rétention d'alluvions, ils essayent d'utiliser des seuils sélectifs. Donc, nous, on a essayé de pousser sur des peignes verticaux avec des espaces pour ne retenir que le matériau le plus grand. Là, l'ingénieur en hydraulique qui a fait l'évaluation, il a mis ces éléments en horizontal qui servent donc à retenir les alluvions. Donc, au niveau disons, opérationnel, ça permet de les enlever, de vider l'ouvrage ou de gérer euh, disons, l'aspect opérationnel et donc avec des éléments qu'on peut sortir. Donc, c'est simplement ça, l'utilisation du bois. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. L'autre question, c'était le débit. Alors là, on essaye de ne pas donner des valeurs limites parce qu'on n'a pas suffisamment d'expérience statistique pour dire à partir de quel débit on commence à ne plus avoir les moustiques. Dans le cas où j'ai suivi des petits cours d'eau temporaires, j'ai vu que des fois, il suffisait en milieu naturel un débit d'un décilitre par seconde déjà pour ne plus avoir de moustiques, mais c'était des milieux naturels. Et puis, il n'y avait pas le volume artificiel avec possibilité pour les moustiques tigres de pondre à la paroi latérale ou sur le béton et tout ça. Donc, c'est plusieurs facteurs qui sont ensemble. S'il y a des alluvions qui viennent souvent, le fond il est naturel et peut être mobilisable, on a la probabilité plus basse. Eleonora, corrige-moi, hein, ça c'est mon Non, expérience. c'est correct. Alors que si on a un ouvrage en béton et puis il n'y a pas beaucoup d'alluvions qui viennent souvent, c'est surtout de l'eau de pluie, des routes comme ça qui arrivent. C'est pas un écosystème, il n'y a pas un substrat avec des macroinvertébrés, des prédateurs, des plécoptères ou des prédateurs de macroinvertébrés qui peuvent manger. Et là, lorsqu'on a des ouvrages comme ça, on a plus de risques. Mais il faut faire attention à publier des, des valeurs limites avec les débits parce que souvent on trouve quand même un peu de surprises et c'est pour ça que on a proposé un concept de monitoring parce que on est allé 2 fois maintenant faire des tours de tous les ouvrages, par exemple, pour ce consortium, mais on a un concept de monitoring à long terme parce qu'il y a aussi le changement climatique qui intervient et les régimes hydrologiques vont changer. Une rivière qui était permanente il y a 20 ans, peut-être que ça devient temporaire d'ici les prochains 10 ans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que oui. Merci Alberto pour cette réponse. Et je pense que un point très important que tu as soulevé, c'est la question du monitoring et donc de vraiment contrôler ces ouvrages. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller toutes les semaines, mais je pense surtout en Suisse alémanique, on n'a peut-être pas encore aussi fortement confronté aux problèmes comme au Tessin. Donc, on a beaucoup de régions où pour l'instant, ça ne pose pas encore de problème, mais où, comme tu dis, avec le changement climatique, ça peut rapidement changer. Donc, d'aller vérifier une fois par année avec un petit contrôle, c'est sûrement très important. Si on reste un peu dans le domaine d'Albert, il y a une autre question qui porte sur les prédateurs naturels des larves de moustiques et quelles sont les possibilités pour les réintégrer en milieu urbain. Alors ça, c'est une question difficile. Ça fait un peu discuter aussi pendant la rédaction de l'aide-mémoire. C'est clair que les poissons sont assez efficaces, mais si quelqu'un, j'ai vu plusieurs biologistes parmi les spectateurs, et vous savez que si vous avez un étang pour la nature, peut-être que les groupes cibles sont plutôt les amphibiens, et donc insérer
introduire des poissons dans un étang, c'est la mort pour les amphibiens. Donc, au niveau objectif biologique, vous avez perdu, peut-être que vous avez gagné en introduisant des poissons, mais c'est quelque chose que les biologistes n'aiment pas trop. Il y a les odonates, donc les libellules qui sont des prédateurs. Les amphibiens, par contre, Eleonora, corrige-moi, ne mangent pas les larves de moustiques. Non, mais quand même, s'il y a beaucoup de, comme on dit, les têtards, non, des grenouilles, ils gênent un peu les larves des moustiques. Alors, normalement, ils font une concurrence euh, physique et pour la bouffe, normalement, on n'a pas tellement de larves là, des moustiques. Alors, ça marche aussi. Donc, pour conclure un peu la réponse, je pense que si vous faites un biotope urbain, par exemple, c'est un peu comme la revitalisation d'une rivière. Vous n'allez pas mettre des truites dans une rivière revitalisée. Vous créez les conditions de l'environnement et puis les animaux, la biodiversité va coloniser. C'est un peu le même principe en milieu urbain. Si vous faites un biotope selon les recommandations du projet Confort ou les recommandations du Karch hum, qui sont disponibles sur Internet, après, c'est la biodiversité qui arrive et disons, il faut toujours monitorer, mais le cas que j'ai montré, c'est justement un exemple parmi beaucoup qu'on a suivi. Et là, si l'environnement est bien conçu, l'équilibre naturel va s'installer et on aura moins de problèmes de moustiques ou pas du tout. Donc, il ne faut pas aller chercher des libellules et les jeter dans l'étang. En principe, ils vont venir toutes seules si vous avez bien conçu le système. Merci Alberto. Je vois que Beat Oertli, qui est un des co-auteurs de C'est Conforto, Oui, un oui. honneur. il a donné une réponse. Il vous pose Oui, pas une là, c'est question vrai. pour pas voir Ouais, peur. ouais, non, non, les larves des Et il tritons, dit que non, les tritons, ils mangent oui, aussi oui. les larves de moustiques. Donc, dans le cas d'un biotope de ce type, ça pourrait être aussi une option. Et ça me rappelle de vous rappeler que cette aide technique du projet Conforto, elle est très utile et vous la trouvez aussi sous les instruments sur notre site spongecity.info. Merci alors pour la réponse. Et puis, il y a une dernière question qui est effectivement aussi la question que nous, on s'est posée lors de l'élaboration, une fois qu'on a commencé à comprendre la problématique des moustiques. C'est la question en allemand, die Mücken überleben auch in der Schmutzwasserkanalisation, oder? Dann müsste man all diese Systeme auch hermetisch abriegeln. Donc, la Une question concernant la canalisation. les systèmes d'évacuation des eaux qu'on a aujourd'hui pourraient être un problème en futur. Also, dans les systèmes des eaux sales, normalement, chez nous, enfin, tout ça, l'eau court beaucoup plus vite que dans des eaux claires. Alors, et en plus, ces systèmes-là sont assez fermés et ils vont directement au dépurateur. Alors là, tout meurt, c'est pas un problème. Sont plutôt, moi, en Tessin, les eaux claires qui produisent les moustiques ou les eaux mixtes. C'est vrai que les moustiques peuvent se reproduire aussi dans des eaux salaires assez organiques, mais la façon dont ils sont construites, au moins chez nous, les eaux sales vont aux dépurateurs et ça, il y a un mouvement assez vite qui empêche aux larves de survivre dans la canalisation. Donc, tu nous calmes un petit peu la conscience, tu nous dis que Oui. c'est pas qu'on a vraiment produit la bombe à moustiques des 60 dernières Non, non, années non, 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 non. partout. Ce sont les eaux claires qui ramassent l'eau de la précipitation au bord des rues qui produisent surtout les égouts avec du siphon qui gardent forcément Surtout les l'eau. Ouais, dépotoirs, oui. ouais, le Les- dépotoir. Also das Problem sind die Schlammsammler und nicht die Kanalisation Ja. grundsätzlich, wenn man das auf Deutsch beantwortet.
dann hätten wir sogar alle Fragen beantwortet. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il nous reste encore 5 petites minutes si quelqu'un a encore une question à poser. Et sinon, je commence à remercier Alberto et Eleonora pour ces précieuses présentations, mais surtout aussi pour le très grand travail que vous avez fait avec cette aide-mémoire. Par les échos que j'ai déjà eus, il paraît qu'il y a beaucoup d'intéressés. J'ai aussi déjà reçu quelques demandes d'Allemagne si on pouvait mettre à disposition ce document. Donc, je pense que ça va tourner. Et à tous les participants d'aujourd'hui, si vous avez des retours après que vous avez utilisé cette aide-mémoire, on est logiquement intéressé à avoir aussi un feedback sur l'utilité que vous avez trouvée à utiliser cette aide-mémoire. Sinon, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions qui vont être posées. Donc, je remercie tout le monde pour cette participation. Je vais juste encore brièvement partager mon écran juste pour vous montrer, pour faire une petite pub des prochains événements que vous voyez ici. Il faut juste que je ferme toutes les fenêtres. Donc, on va continuer avec notre série de webinaires avec le soutien aussi de la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften à partir du mois d'avril. Vous voyez ici la date du webinaire en avril qui va focuser surtout sur les plus intenses. Et puis, pardon, un save the date sans encore de programme détaillé pour le webinaire de fin mai qui va porter un focus sur la végétation qui est l'élément vert de nos villes éponges. Et pour comme petit rappel, pour ceux qui sont intéressés, il y a encore quelques places libres à l'événement pour la journée technique avec échange d'expériences sur les fosses de Stockholm, fosses impluvium, arbres de pluie, selon les terminologies qu'on choisit. Fin avril à Lausanne, deadline pour l'inscription, c'est mardi prochain. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous voulez participer. Vous trouvez toutes les informations aussi sous ce lien. Et puis, il y a un deuxième événement pour lequel j'aimerais faire un petit peu de pub. C'est un événement de la ZHW qui aura lieu le mois de mai à Zurich. Il est que en allemand, donc surtout pour les Suisses allemands. Mais on aura dans cette édition un workshop l'après-midi qu'on co-organise moi du réseau Ville Éponge avec l'OFEV sur la relation au sol. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez participer à cet événement. Et dans ce cas-là, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'espère vous voir ou vous lire à la prochaine, au prochain webinaire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.